Podcasteuse est un épisode tous les 15 du mois, une échappée dans le quotidien du génie de leur vie. Francis est un fervent défenseur des droits des minorités et a joué un rôle clé dans la création du CNAV, le Conseil national autoproclamé de la vieillesse, un mouvement citoyen qui a pour mission de donner une voix aux vieux. Le but est clair, permettre aux vieux de s'exprimer librement et s'opposer à ce que des entreprises ou des politiciens prennent des décisions à leur place. Au cours de cet épisode, vous découvrirez l'engagement militant de Francis qui s'oppose à l'idée de susciter des divisions entre les individus dans notre société. Qu'est-ce qu'on entend par militant ? C'est le pouvoir d'agir, c'est se dire que quand il y a quelque chose que l'on considère qui ne va pas, c'est d'essayer de se donner les moyens d'agir pour changer les choses et ne pas être sans arrêt uniquement dans la délégation et de dire que c'est la faute aux autres, que c'est les politiques qui doivent le faire, que c'est les voisins, que c'est ma famille. Je pense dès l'instant où on se considère comme acteur de la société dans laquelle on est, au même titre qu'on est acteur de nos vies, eh bien, on est militant, c'est-à-dire qu'on veut faire avancer une cause. Et on n'est pas sans arrêt en train de gémir, de se plaindre, de se victimiser et de se penser impuissant. On est tous puissants en potentiel. Mais encore faut-il se mobiliser. Vous êtes devenu militant au fil du temps ? Par nécessité. Alors là, c'est que la vie a fait en sorte que je me suis retrouvé du côté des minorités. Minorité en termes d'orientation sexuelle, minorité lorsque j'ai appris que j'étais séropositif, minorité maintenant lorsque je fais le constat que je suis vieux. Donc c'est ce regard minoritaire qui fait qu'à un moment donné, je me suis dit, je suis différent, je ne l'ai pas choisi, mais à quel titre je devrais avoir moins que les autres ? Je vaux autant que les autres, je suis comme tous les autres, je ressemble pas aux autres, mais je dois avoir les mêmes droits. Du coup, ça permet de mieux la vivre, cette différence ? Bien sûr, parce que moi, je lutte pour être dans une société inclusive dans laquelle on est tous différents. De toute façon, si on regarde bien, c'est pas parce qu'on a la même orientation sexuelle qu'on est identique. Donc, c'est pas parce qu'on a le même genre qu'on est identique. C'est pas, si vous voulez, les différences, elles sont partout. Mais il faut les accepter et pas s'arrêter tout d'un coup à dire lui, il est plus différent que les autres. Et c'est plus difficile maintenant d'être militant ? Oui, parce que c'est galvaudé aujourd'hui. Je dirais qu'il y a eu des militances dures lorsque les femmes se sont révoltées dans les usines pour acquérir des droits ou des mineurs, où il y a eu de grandes révoltes pour lutter, justement. Les influenceurs doivent se penser militants quelque part. Mais moi, je suis désolé, je pense absolument pas qu'ils soient militants parce que ils ont d'autres intérêts, quoi. Ils ont des intérêts commerciaux. Je pense que la militance aussi, elle est abstraite de tout regard commercial. Ça nécessite un minimum d'engagement qui va au-delà de cliquer sur son ordinateur ou de signer des pétitions. Signer des pétitions, ok, je veux bien, mais ça fait pas bouger le monde. Et qu'est-ce qui fait bouger le monde alors ? Les convictions et les actes, c'est-à-dire avoir des actes et des revendications qui soient clairs. Lorsqu'on fait quelque chose, on peut avoir plusieurs buts. On va le faire par culpabilité, par nécessité, par compassion, par tout ce que l'on veut. Et on peut le faire aussi en se disant, je le fais parce que je pallie un défaut du système, mais avant tout, ce que je veux, c'est après corriger le système. Donc, il est là la différence, c'est-à-dire que on doit pouvoir agir parce que à un moment donné, il faut aider quelqu'un qui est dans une situation difficile, mais il faut pouvoir être cohérent et aller au-delà de ça. Sinon, on est dans le palliatif perpétuel, c'est-à-dire que on met des pansements sur. Alors, je dis pas, j'ai pas l'orgueil de dire que Francis Carrier va révolutionner le monde. Il faut aller au-delà des apparences, il faut aller au-delà du sens commun, du mainstream, c'est-à-dire de
de ce que pense la foule. C'est pas facile, hein. Et puis on a le droit à se tromper. Le droit à se tromper, il existe, hein. Personne n'est infaillible. On peut se tromper de cause, on peut se tromper, on peut changer. Donc, c'est rester éveillé, je crois, être éveillé, avoir de l'empathie. Dire que les choses peuvent bouger, c'est des principes généraux qui font que l'on agit. On n'est pas de droit divin, on va pas changer le monde, mais on essaie d'être acteur de la société dans laquelle on est. La militance, c'est d'abord essayer de parler avec le jeu, c'est-à-dire avoir la sincérité d'expliquer qu'est-ce que l'on vit, quelles sont les discriminations que l'on vit personnellement. Quand on parle de l'environnement, quand on parle, je sais pas, de droits des hommes, bon, ok, on peut s'engager, mais sur des causes qui concernent les individus, avant tout, je pense qu'il faut donner la parole à ceux qui sont, et éventuellement les aider à prendre la parole. Mais c'est une prise de parole individuelle qui concerne les gens qui souffrent de discrimination. C'est à eux de prendre la parole. Francis et les amis du CNAV se battent pour que la voix des personnes âgées soit reconnue dans la société. Ils ne cherchent pas à encourager un conflit entre les générations, mais plutôt à œuvrer pour une société fondée sur l'acceptation, l'égalité et l'harmonie entre les différentes générations. Il s'agit d'un sujet qui nous touche tous, car je tiens à le rappeler que si tout se passe bien, nous serons tous un jour vieux. Ça fait longtemps que c'est un sujet qui vous préoccupe. Depuis que je suis vieux. Oui, mais quand est-ce qu'on est vieux au final? On est vieux, pour moi, quand on change de contrat social. C'est-à-dire que moi, je suis à la retraite depuis plus de 10 ans maintenant. Et à l'âge de la retraite, on bascule dans un autre monde, puisqu'on bénéficie de la solidarité nationale pour pouvoir vivre. On n'a plus de compte à rendre à qui que ce soit. On est totalement libre de son temps. Et dans cette liberté, il faut à tout prix savoir qu'est-ce qu'on en fait. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un changement d'époque. Je rentre dans la vieillesse, je quitte l'âge adulte, c'est-à-dire l'âge de la réalisation du travail, et j'ai quitté il y a bien longtemps l'âge de la jeunesse. Mais l'âge de la jeunesse, par exemple, on sait très bien ce que c'est. C'est l'âge de l'apprentissage, de la formation. C'est pas l'âge de la réalisation qui vient plus tard. Mais dans cet âge de la jeunesse, on sait aussi qu'il y a plusieurs âges. Il y a le nouveau-né, il y a le bébé, il y a l'enfant, il y a le préado, l'ado, et je considère que la vieillesse, contrairement à ce que l'on pense, c'est pas uniquement le vieux dépendant en fin de vie, l'image que l'on colle tout le temps en se disant qu'un vieux c'est quelqu'un qui est en fin de vie. Non, je pense qu'il y a des âges de la vieillesse. Je suis rentré dans cette période de ma vie qui nécessite de réfléchir différemment, de voir quelles sont mes nouvelles priorités, comment je veux agir, qu'est-ce que je veux réparer, qu'est-ce que je veux transmettre, dans quoi je veux m'engager, toutes ces questions, et puis à quoi je sers. Je crois que la principale question que l'on va se poser tous, c'est à quoi je sers. Et je pense que la vieillesse est un moment extraordinaire pour ne pas le perdre en occupationnel, en se distrayant. Je pense que la distraction, c'est très bien à tout âge, mais ça ne peut pas nourrir un individu. Un individu, il a besoin de plus, il a besoin d'existentiel, il n'a pas besoin de s'occuper, de l'occupationnel. Et malheureusement, on nous a pas appris que cette période était riche, que cette période, elle pouvait être un moment de réalisation de nous-mêmes, elle pouvait être un moment de réparation de nous-mêmes, elle pouvait être un moment d'évolution sur nos pensées, Bien sûr que la vieillesse se finit par la mort, mais bon, pour autant, c'est pas, on sait pas quand est-ce qu'on va mourir, personne ne le sait, et donc qu'est-ce qu'on fait de cette période? C'est ça qui est essentiel, et c'est ça qu'on a gâché aujourd'hui dans notre société, parce que on ne peut plus appartenir à la vieillesse. Même le mot vieux et vieille sont des mots à connotation négative et péjorative. Donc c'est ça le drame, c'est que il faut à tout prix transformer la société pour redonner la valeur à la vieillesse à cette époque de notre vie. Nous avons un rôle essentiel à porter dans la société puisque nous sommes de plus en plus nombreux. Nous sommes ceux qui avons le plus de temps, qui avons le plus d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour rééquilibrer dans la société les différentes générations? Et on a un rôle tout à fait important à porter qui va s'accentuer puisque avec le nombre de
vieux qui n'arrête pas de grossir, il va bien falloir se poser certaines questions. Francis n'est pas quelqu'un que je connais personnellement, mais une personne que j'ai rencontrée via les réseaux sociaux. J'ai donc sollicité sa longue expérience de militant pour connaître son point de vue sur la manière dont l'évolution technologique influence le militantisme. C'est drôle parce que moi je fais partie de la génération qui a vraiment tout connu, puisque quand j'étais enfant, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de télévision. La seule technologie que j'avais, c'était la radio. Avec ma grand-mère, j'écoutais la radio et puis mon père avait fabriqué un poste à galène. C'était les premières fois où il avait bricolé un truc. Puis après, j'ai vu arriver le téléphone, et puis après, j'ai arrivé la télévision, puis après, j'ai vu arriver le Minitel, puis après, j'ai vu arriver le Bebop, puis après, j'ai vu arriver les ordinateurs, puis les portables, puis etc. Alors, elle transforme, c'est sûr que, par exemple, quand je vois, moi, pour pouvoir organiser une manifestation ou organiser un truc, aujourd'hui, je suis devant mon ordinateur, j'envoie des messages, j'écris sur des murs, je vais dans les réseaux sociaux, j'arrive à mobiliser. Avant, il fallait que je fasse une réunion dans un local, que j'envoie un courrier à tout le monde pour donner tel rendez-vous à tel moment, ou que je fasse une campagne d'affichage. C'est vrai que c'était très différent. Bon, c'était pas très facile. Mais pour autant, on faisait des manifestations, hein. Donc, oui, les choses changent. Mais souvent, c'est un leurre. Ce changement, ce que je trouve très, très négatif dans ce qui se passe aujourd'hui, surtout dans la technologie, c'est que la parole de chacun a la même valeur. À dire que tu peux avoir fait 20 ans d'études, tu peux être un philosophe brillant, un historien, tu peux être le dernier des merdeux, tu dis un truc sur les réseaux et ta parole est la même. Justement, je voulais savoir la place des vieux sur les réseaux. La plupart des vieux qui sont sur les réseaux ont un statut de voyeur. Ils sont plus pour regarder qu'est-ce que va poster un tel ou un truc de sa famille, de ses amis, etc. Parce qu'il y a la peur de dire des conneries, de se renvoyer et la vieille, qu'est-ce que t'as écrit aujourd'hui, enfin. Est-ce qu'il y a plus de réserve parce que vieux ou parce que en fait moins habitué? Moins habitué, moins légitime, moins à l'aise, moins. Moi, j'utilise Facebook et j'utilise les réseaux professionnels, LinkedIn, parce que malgré tout, je suis lu. Il y a quand même pas mal de gens qui regardent ce que je poste, ce que je dis. En plus, j'utilise moi les réseaux uniquement à but militant. Je vais pas montrer le dernier spectacle, la dernière assiette que j'ai bouffée. Pour moi, je peux pas utiliser les réseaux dans ce sens-là. Donc, je l'utilise uniquement à des fins militantes de rencontres, de textes, de réflexion, d'analyse, etc. Et c'est comme ça que je suis tombée sur l'affiche du contre-salon des vieilles et vieux, organisé par le Conseil national autoproclamé de la vieillesse. Un contre-salon, pour quoi faire ? Partout, dans toutes les villes, vous avez des salons des seniors. Et les salons des seniors, c'est ça me rappelle les salons des arts ménagers que l'on avait dans les années 60 pour les femmes, où on vendait tout un tas de produits en disant aux femmes, regardez, vous serez enfin libre, vous serez une femme épanouie et libre en achetant la dernière moulinette pour faire la cuisine à votre famille. Transformer du tout au tout l'art de se raser entre amis. Oui, si Victor Hugo vivait de nos jours, il n'oserait plus s'attendrir sur les malheurs de Cosette, condamné à faire la vaisselle avec ses pauvres mains gercées. On s'aperçoit que les vieux, on les considère avant tout comme des futurs consommateurs, et les salons des seniors ne sont que des salons dans lesquels on va essayer de leur vendre des solutions pour les rassurer, pour leur dire, regardez, vous serez heureux, lutter contre votre vieillesse en achetant ci, en faisant ça, etc. Et ce qu'on a voulu expliquer, c'est que comme pour le féminisme,
La libération des femmes ne s'est pas faite dans les salons des arts ménagers. Elle s'est faite avec Simone de Beauvoir et avec une pensée sur le rôle de la femme. Et pour moi, sur les vieux, c'est la même chose. C'est-à-dire, c'est une libération des vieux doit se faire par une émancipation du regard que la société porte sur nous-mêmes et que nous acceptons de façon totalement passive. Et donc, le contre-salon, c'est un lieu justement pour réfléchir, pour s'exprimer, pour dire qu'est-ce que ça veut dire être vieux, comment j'ai envie de vieillir, comment je vais m'émanciper de ces regards négatifs que la société porte sur moi, quels sont mes vrais choix. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé contre-salon, parce que les salons sont pris par des marchands. Vous avez réussi à réunir quand même beaucoup de monde et du... Ah ben c'est extraordinaire, c'est assez extraordinaire. On a eu plus de 3000 personnes qui sont venues. C'est un moment qui était festif. Pendant 3 jours, il y a eu tout un tas d'événements. Là, je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube. Progressivement, je mets en ligne tous les ateliers, les captations vidéo des ateliers, des séances plénières. Je viens d'arriver, je suis extrêmement surprise de voir autant de monde. C'est incroyable, c'est une espèce de ruche. Les gens ont des sourires jusque-là. L'ambiance est joyeuse, tout le monde se parle, y compris des gens qui ne se connaissent pas. La vieillesse fédère au lieu d'exclure. C'est le début de ce long combat. Ça a été un moment d'une intensité rare, un plaisir d'être ensemble, un plaisir d'échanger, et dans un autre regard que le regard mercantile, que le regard médical, que le regard compassionnel, que le regard tu n'es pas encore vieux, parce que ça aussi, vous voyez, la société nous propose aujourd'hui comme seule stratégie pour les vieux, de rester jeune, grosso modo. C'est ça. Donc, il faut faire jeune, il faut s'habiller jeune, penser jeune, agir jeune. Non, c'est pas ça que la solution. La solution, c'est justement accepter d'être vieux et en tirer tous les avantages que l'on peut avoir. Il y a des discriminations qui sont faites sur les vieux que la plupart des vieux acceptent. Comme ça, il y a des anecdotes spécifiques que vous ne saviez pas du tout, que vous avez découvert Non, moi, ce qui m'a mobilisé au départ, c'est justement la disparition des minorités. C'est-à-dire qu'un vieux homo, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas où ils sont. Bon, après, j'ai vite compris que ça dépassait largement les minorités. C'était que le regard du corps sur les vieux, le corps des vieux faisait que il y avait une impossibilité de parler de sexualité, de parler de relations affectives, de parler de tous ces aspects-là. Donc ça, c'est une analyse qu'il a fallu que je fasse. De la même façon, je pense que les discriminations que vivent les vieux, il m'a fallu 10 ans pour à peu près comprendre les mécanismes et comprendre que en fin de compte, la vieillesse, c'est l'apprentissage de la soumission. D'une soumission progressive aux images que nous renvoie la société sur ce que nous pouvons faire, sur ce que nous pouvons mettre, sur ce que nous pouvons dire. Et est-ce que le contre-salon va faire des petits frères et des petites sœurs? On essaye. Ça... Il y a un prochain projet à Bordeaux. C'est le prochain, mais sur lequel il va falloir lancer quelque chose. Et puis, je suis sûr qu'à Paris, bien sûr, on en refera. Avec les moyens que l'on a en termes de communication, on n'a pas de salariés, on n'a pas de moyens. Eh bien, avec les petits moyens qu'on a eu, on a fait un événement qui a été un franc succès. Alors, il y a des groupes qui se créent. Il y a un groupe à Bordeaux qui est plus avancé, mais ça draine aussi, le CNAF draine aussi des associations qui sont déjà travaillent sur d'autres secteurs, sur l'habitat coopératif, l'habitat partagé, les différents types d'habitat. Le CNAF, c'est un outil fédérateur aussi d'action orientée sur différents sujets. C'est de construire cette image positive, de lutter contre les discriminations liées à l'âge, lutter contre les vieillophobies intériorisées, parce que on déteste tellement les vieux qu'on se déteste soi-même. Il faut avoir conscience de ça, c'est-à-dire que c'est tout ça qu'il faut déconstruire, et je pense qu'on en est au même niveau que le féminisme il y a 50 ans.
Voilà. À l'époque, la plupart des femmes n'étaient pas des militantes. Elles considéraient que le statut qu'elles avaient, elles l'acceptaient. C'était comme ça, c'était écrit. Le nombre de vieux augmente. Donc, il est urgent de se poser des questions sur comment on va gérer cette masse aussi importante de vieux dans la société. En termes de coûts, en termes d'équilibre financier, en termes de rôle, en termes de travail, en termes de plein de sujets. C'est une évidence que c'est un enjeu qui dépasse les vieux eux-mêmes, ça concerne la société. Vous n'avez pas d'auteur ou de film à conseiller? Alors je vous conseille de regarder Harold Desmottes et ça vous donnera une notion vraiment étrange du regard que l'on a sur le MeToo, sur la vieillesse, sur la sexualité. D'accord. C'est la rencontre d'une femme qui a 80 ans avec un jeune de 20 ans et qui ont une relation sexuelle et affective entre eux. À notre époque, ça a été plébiscité. C'est-à-dire, quand j'avais 20 ans, on adorait ce film, on est allé le voir, etc. Je me demande si aujourd'hui on ressortait ce film, quels seraient les commentaires que l'on aurait là-dessus. I like to watch things grow and bloom and fade and die and change into something else. Vous pouvez retrouver Francis Carrier sur les réseaux sociaux en suivant LinkedIn et Facebook. Vous pouvez aussi retrouver toute l'activité du CNAV sur le site internet cnav-demain.fr. Vous y trouverez toutes les informations ainsi que les captations des ateliers réalisés pendant le contre-salon des vieilles et des vieux. Et nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.